Le président de la République, Emmanuel Macron, et le ministre de l'économie aussi viennent de faire ces derniers jours leur mea culpa en matière de logement. Bonjour Norbert Fanchon. Bonjour David. Président du groupe Gambetta. Tous deux ont reconnu ne pas en avoir fait assez. On se dit quoi? On se dit que c'est honnête de leur part d'avoir ce discours de vérité ou que c'est juste un calcul politique? C'est une excellente question. Non, je ne pense pas que ce soit un calcul politique. Je pense que c'est un discours de vérité. Et pour reprendre même l'expression du ministre des Finances, le gouvernement a patachonné. Alors j'ai appris un mot, je ne sais pas ce que vous voulez dire, patachonner. Donc patachonner, ils n'en ont pas fait assez. Mais effectivement, ils n'en ont pas fait assez. Et tous les professionnels, on est un peu vexés de ces mea culpa. Parce que ça fait des années, 3 ans, qu'on leur dit qu'ils n'en font pas assez et que la politique qu'ils mènent n'est pas la bonne politique pour le logement. Mais ça remonte même au-delà de 3 ans, parce qu'on sait qu'Emmanuel Macron a toujours considéré l'immobilier comme étant, alors je crois que c'est l'expression un actif improductif, non, c'est ça? Oui, et que les propriétaires étaient des rentiers, donc dans le mot rentier, on a quelque chose de négatif. Non, il y a il y a un premier quinquennat qui est plutôt dédié effectivement contre le logement social. Et l'inflexion contre la propriété est plus sur le deuxième quinquennat. Donc effectivement, après 2 quinquennats, le président de la République a ciblé et le locatif social et l'accession à la propriété. Mais le deuxième quinquennat est beaucoup plus rude pour nous que le premier. Ouais, avec un immobilisme qui, en matière de logement, donc qui perdure. Et le résultat aujourd'hui, c'est que l'offre est en chute libre et que le marché est en grosse pénurie, avec des acquéreurs qui sont désolvabilisés. Mais ça, ce n'est pas la faute du gouvernement. Non, le sujet, c'est que dans l'ancien, on est passé d'1 200 000 transactions, on va en faire moins de 800 000 cette année. Et à l'époque, où on en faisait 800 000, j'aime bien le rappeler, il y a 7-8 ans, on ne se disait pas que c'était une catastrophe. Oui, exactement. Et dans le neuf, on va passer de 420 000, 450 000 transactions à 220 000, autour, un chiffre divisé par 2, cette année aussi. Donc, les chiffres ne sont pas catastrophiques, parce que ça veut dire qu'il y a encore de l'activité. Donc on n'est pas en train de dire que l'activité disparaît. On est en train de dire qu'elle se transforme rapidement. Quand vous divisez un marché par 2 pour le neuf ou quand vous l'amputez d'un tiers pour l'ancien, ce n'est pas la fin du monde. C'est juste que tous les acteurs doivent se réadapter à ces nouvelles conditions de marché. Et le sujet, vous dites, les clients sont désolvabilisés. Par la hausse des taux d'intérêt? Oui, on le sait, ça, hein. Moi je ne suis pas convaincu de ça. L'épargne n'a jamais été... C'est mathématique, ça. Je veux dire, les mensualités remboursées ont pris 30 ou 40% avec la hausse des taux. Hein. C'est mathématique pour un agent immobilier. Vous m'excuserez de ce terme-là. Mais si on regarde l'épargne, depuis la fin du Covid, on a 100 milliards d'épargne supplémentaires par rapport à l'épargne historique en France. Enfin, moi, c'est pas dans ma poche, peut-être dans la vôtre, voilà. Mais c'est marrant. Ouais, bon. On, c'est les Français. Oui, et donc, si vous réinvestissez cette épargne pour financer du logement, à ce moment-là, vous compensez la hausse des taux. Et donc, effectivement, je dis c'est un discours d'agent immobilier parce que les agents immobiliers sont dans cette logique de il faut que, puisque les taux sont passés de 1 à 4, donc ça a amputé de 25% le pouvoir d'achat immobilier des Français, il faut que les prix baissent de 25%. Voilà, ce qui n'est pas le cas. Ce qui est, 1, pas le cas. 2, ça veut dire qu'il faut que les Français qui ont acheté depuis 10 ans s'appauvrissent. Donc moi, je pense que socialement, ce n'est pas mon idée, c'est pas ce que je défends. Et 3, il n'y a pas de raison que ça se passe comme ça. Ce n'est pas parce que les taux changent que ça va forcément casser le marché. Il y a une des composantes qui n'est pas prise en compte, c'est franchement l'épargne. En plus, en France, on a une épargne, on a une surépargne. Et là, depuis le Covid, on a une surépargne. Oui, mais on ne peut pas contraindre les Français à cette épargne, ils investissent où ils veulent. Ah ben ça, je suis totalement d'accord, mais celui qui a un projet immobilier, alors je sais que l'épargne n'est pas répartie équitablement. J'allais y venir, hein, voilà. Forcément. Ceux qui en ont le plus, qui ont le plus d'épargne d'ailleurs. C'est un vaste... Non mais oui, c'est pas le sujet, mais... C'est un sujet, et franchement, je n'ai pas le détail de cette catégorie-là, mais l'épargne peut compenser une partie du différentiel de taux. Est-ce que pour vous, la crise du logement s'invite enfin dans ces élections législatives ? Oui, j'ai beaucoup aimé votre titre, parce qu'effectivement, on est dans une crise du logement, ça c'est clair, mais enfin, on parle de logement. Ça fait depuis plusieurs campagnes électorales qu'on ne parle pas de logement, que c'est un thème qui est totalement abandonné. On parle de logement, beaucoup de propositions. Par contre, on ne parle pas de logement dans les débats. Pour avoir suivi les 2 débats de cette semaine, on voit bien que c'était pas dans les débats télévisuels. Les futurs premiers ministres ne parlent pas de logement, donc ne prennent pas en considération. Dans les sondages, on voit bien que le logement ne fait pas partie des considérations des Français. Et pourtant, le logement est derrière tout. Le logement, c'est derrière le pouvoir d'achat, c'est le premier poste de dépense des Français, et derrière la sécurité, puisque quand on vit bien dans son logement, il y a la sécurité qui va avec. Puis, il y a aussi le logement santé. Donc, franchement, dans les considérations des Français, le logement se retrouve dans les 5 premières catégories.
Si on regarde un peu les programmes, pour le camp présidentiel, Gabriel Attal, là, on a reparlé, la suppression des frais de notaire pour les jeunes primo-accédants, jusqu'à 250 000 euros d'acquisition, ça coûtera plusieurs milliards d'euros aux caisses de l'État, mais pourquoi pas? C'est une bonne mesure pour vous, ça? D'une façon générale, les mesures des différents partis, c'est un peu, m'excuserez de la comparaison, mais c'est hypoglouton. Ça part dans tous les sens, il y en a de partout et le logement mérite mieux que ça. Le logement mérite une démarche structurée. La proposition que vous évoquez de Gabriel Attal d'exonérer les frais de notaire sur les moins de 250 000 euros, pourquoi pas, très bien, ça va redonner du pouvoir d'achat pour les biens en dessous de 250, mais ça ne va pas relancer le marché de l'immobilier. Le marché de l'immobilier, c'est du temps long, et donc il faut avoir une stratégie, il faut structurer une politique autour de ça. Donc, est-ce que c'est bien? Oui. Est-ce que ça va changer le monde de l'immobilier? Non. Le RN propose un prêt à taux zéro, jusqu'à 100 000 euros, accordé sans condition de ressources aux ménages dont la moyenne d'âge est inférieure à 30 ans, puis aussi la fin de l'interdiction des locations des passoires thermiques pour rassurer les investisseurs. Vous en pensez quoi? J'en pense que l'immobilier est trop taxé. Alors je ne réponds pas directement à votre question, mais c'est pour ça que je trouve que les mesures qui sont sur la table, pourquoi pas? Il faut dire que la campagne électorale est un peu vide et personne n'y était préparé, mais je pense que ce n'est pas les bonnes mesures. Le sujet, c'est que l'immobilier est trop taxé et que si on veut dire aux investisseurs « revenez dans le logement », il faut arrêter de leur dire que c'est des rentiers et que ce n'est pas des gens bien. Et puis, on peut faire une flat tax. Quand on a du capital, on a une flat tax de 30%. Quand vous êtes propriétaire d'immobilier et que vous le louez, vous avez une imposition entre 45 et 60% suivant votre tranche d'imposition. Mais donc, vous voyez bien que posséder de l'immobilier, aider les gens à se loger, aider la cité à se construire, c'est 2 fois plus taxé que le capital. Donc, on fait une flat tax sur l'immobilier et il n'y a pas de problème de DPE, il n'y a pas de Personne ne propose de flat tax sur l'immobilier aujourd'hui? Non, je n'ai pas lu ça dans les programmes. Ok, donc, et donc sur les propositions du RN dont je vous ai parlé, le prêt encore une fois à taux zéro accordé jusqu'à 100 000 euros pour les jeunes de moins de 30 ans et la fin d'interdiction. Ça c'est intéressant, ça. Enfin, en tout cas ça fait débat, des locations des passoires thermiques pour rassurer encore une fois les investisseurs. Après la planète s'en souviendra peut-être un jour, mais ça pourrait dégripper le marché à court terme, même si ça obère le long terme en matière d'environnement. Le sujet du logement, c'est le neuf et l'ancien. Et le neuf devient de l'ancien. Donc, il faut relancer la production de logements neufs. Et je n'ai pas vu dans les mesures des 3 partis principaux des mesures qui relancent la production de logements neufs. Et effectivement, il faut aider à mieux gérer le stock de logements. Et donc, effectivement, un point qui bloque aujourd'hui, c'est les DPE. Les propriétaires de logements F et G, certains vont préférer ne pas louer leur logement plutôt que de mettre des travaux de réhabilitation. Donc ça sort du marché. Ça sort du marché. Alors qu'on est déjà en pénurie. Oui. Des biens immobiliers. Et après, le marché est très différent. Vous pouvez avoir des biens immobiliers qui valent entre 50 et 70 000 euros. Et le prix de la réhabilitation, c'est de 30 à 50 000 euros. Une fois que vous avez mis 30 à 50 000 euros dans votre logement, il vaut toujours entre 50 et 70 000 euros. Ouais. Donc ces logements-là, ils resteront à vie. Comment on l'accepte? Comment on l'aide financièrement? Est-ce que c'est à l'État de subventionner? Tout ça, je n'ai pas la réponse. Enfin, c'est des vraies questions politiques et sociales. Et puis après, vous avez des logements dans les métropoles qui peuvent être classés G, où là, vous avez intérêt à les rénover. Mais je crois que le point principal, c'est pas de est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien de rénover ou pas rénover, c'est de valoriser le fait d'être propriétaire de sa résidence principale ou propriétaire d'un bien qu'on loue. Et pour valoriser, il faut arrêter de taper sur les propriétaires. Donc je crois qu'une des propositions, c'est que l'impôt sur la fortune ne concerne plus que l'immobilier. Ça, je pense que c'est une bonne proposition parce qu'il y a quelque chose de stigmatisant. Mais la vraie proposition centrale pour moi, c'est de défiscaliser l'immobilier qui est surtaxé aujourd'hui. Bon, il y a beaucoup de voix qui s'élèvent pour dire que le programme du nouveau Front populaire est anti-propriétaire. C'est excessif ou c'est vrai? Moi, les propositions que j'ai vues concernent plus le logement social. Du nouveau Front populaire. Après, il y a tout un sujet de fiscalité. Et franchement, sur la fiscalité, ce n'est pas ma spécialité. Moi, vous voyez que je m'intéresse aux produits d'investissement et par rapport à l'immobilier. Le logement social est une des composantes de l'immobilier. Une des propositions du Front populaire qui me paraît une très bonne proposition, c'est la suppression de quelque chose qui s'appelle la réduction de loyer solidarité. Donc c'est un impôt, un prélèvement que fait l'État qui coûte 1,2 milliard d'euros par an aux bailleurs sociaux. Et si on arrêtait cette RLS, cette réduction de loyer, eh bien, ça permettrait aux bailleurs sociaux de réinjecter cet argent dans la production de logements neufs. Donc effectivement de remettre du sang, de remettre de la circulation, de remettre de l'essence dans la machine du logement.
Mais sur les locataires mauvais payeurs, les squatteurs, etc., le fait que le propriétaire soit moins bien protégé qu'il ne l'est aujourd'hui. Alors ça, c'est un sujet pour moi très politique. Il y a une loi Kasbarian qui a été votée l'année dernière. Je sais que le nouveau Front populaire propose de l'abroger. Je laisse aux politiques le métier de la politique. Moi, j'essaie Donc on se dit quoi je gère ma boîte. Ouais, dans cette campagne, on se quitte là-dessus, on se dit quoi? On se dit qu'au final, on a remis un peu le logement au cœur des débats, mais avec des propositions des différents partis qui tapent à côté. Ouais, il y a eu les discours. Maintenant, on attend les actions. Et les discours, effectivement, ça tape dans tous les sens. Il y a des bonnes idées un peu de partout, mais je trouve qu'il n'y a pas les idées structurantes qui est traiter la fiscalité des propriétaires et traiter les HLM pour redonner de l'oxygène. Et effectivement, après les discours, on va attendre les actions et donc on va attendre le gouvernement, le Premier ministre et si un ministre du Logement. Ouais. Et en attendant, l'état du marché du neuf, de la construction, de la promotion immobilière, on a touché, vous avez touché le fond de la piscine, on en est toujours là. Oui, c'est ce que je pense. Est-ce que ça s'est au moins stabilisé au fond de la piscine? Pardon de le dire comme ça. Mais non, mais vous avez totalement raison. Moi, je pense que, et j'espère qu'on a touché le fond de la piscine et que malheureusement, on va y rester. Donc ça, c'est pas une espérance, mais c'est une constatation. Mon espérance, c'est qu'on ne va pas dégrader le fond de la piscine. Et une des craintes que l'on peut tous avoir, c'est une dégradation des taux d'intérêt à 10 ans. Ouais. Ou du spread avec l'Allemagne, qui pourrait effectivement dégrader d'une façon générale l'économie en France. Ouais. C'est surtout ça qu'il faudra qu'on surveille. Et aujourd'hui, vendredi, les taux d'intérêt à long terme sur la dette française se tendent. On est à 3,30%. Le spread avec l'Allemagne s'écarte à 85 points de base. Ah oui. Ça risque de secouer peut-être lundi encore. Mais bon, le pire n'est pas certain non plus. Merci en tout cas. Norbert Fanchon, président du groupe Gambetta. Merci à vous. Merci.